Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un petit top 10. On va se poser tranquillement, donc n'hésitez pas à prendre un petit plaid, une petite couverture, une petite tisane et on va partir tout de suite. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo sur le jour et la nuit. Ça nous a demandé pas mal de travail et surtout pas mal de visionnage de ce film. C'était assez dur pour nous, donc merci beaucoup. Donc on est parti. On va commencer tout de suite avec quelques mentions honorables. La plus précieuse des marchandises, donc c'est un film de Michel Hazanavicius, donc j'ai pris quelques notes, désolé, je vais peut-être regarder mon téléphone de temps en temps. C'est un film qui est donc sorti cette année, un très joli film d'animation. C'est le premier film d'animation d'ailleurs de Michel Hazanavicius, donc, qui est donc le réalisateur, mais bon, je pense pas que ce soit utile de le préciser, d'OSS 117, des deux premiers. Donc là, c'est une approche très poétique. Il y a énormément de poésie dans ce film, c'est très agréable à voir. Je pense que là on est en hiver et c'est vraiment la meilleure période pour voir ce film puisqu'il y a beaucoup de neige, beaucoup de paysages enneigés, donc c'est très agréable à voir. Donc c'est une adaptation du conte de Jean-Claude Grimbert. Et donc je pense que j'ai pas lu le conte d'origine, mais je pense que le conte d'origine a bien été adapté, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une animation qui est riche, mais à la fois qui fait pas de fioritures, il n'y a pas trop de choses, et puis c'est surtout sublimé par la narration de Jean-Louis Trintignant. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on entend sa voix dans un film, donc ça fait toujours quelque chose, qui nous a quittés d'ailleurs cette année. Donc c'est vraiment une œuvre qui est très puissante et qui marque la première incursion de Michel Hazanavicius dans l'animation. Seconde mention honorable avec Les Colons de Felipe Galvez. Donc là, on est vraiment dans le pur western. Donc c'est un film qui est chilien, il me semble. Donc ça reprend en fait toute l'histoire coloniale du Chili au 19e siècle, à travers l'histoire de trois hommes qui sont envoyés pour pacifier en fait certaines contrées du territoire. Et en fait, le film, il dépeint en fait le mécanisme de la colonisation, à savoir les massacres, l'exploitation et la déshumanisation du peuple. Donc c'est un film qui est pas facile à voir, mais qui est vraiment doté de magnifiques images. C'est une mise en scène qui est visuellement impeccable, c'est super imposant. On en prend plein la vue, c'est assez impressionnant. Moi, je dirais plus que c'est plus qu'un récit historique. Moi, je dirais plus que c'est une réflexion contemporaine sur les silences de la mémoire collective et de l'héritage qu'ont laissé ces violences, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant dans la mise en scène. C'est un film qui est passé un peu inaperçu en France. Donc si un jour vous arrivez à le choper, peut-être en VOD ou sur les différentes plateformes de streaming, n'hésitez pas, c'était très très cool. On passe à la mention honorable numéro 3 avec Les Fantômes de Jonathan Millet. Un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première ici à Lyon, au cinéma Le Comédia pour ceux qui connaissent. Donc Jonathan Millet, c'est son premier long métrage. C'est un gars qui fait plutôt du documentaire à la base, et c'est très réussi. C'est un film d'espionnage, thriller espionnage qui est parfaitement exécuté. On est collé au siège pendant toute la durée du film. C'était vachement cool. En fait, le film raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Hamid et qui est un réfugié syrien qui est tenté par son passé et qui traque son potentiel geôlier. Donc en fait, au début du film, on n'est pas sûr que ce soit lui, et en fait, plus le film avance et plus il y a des choses qu'on apprend sur Hamid et sur son geôlier. Et pendant toute la durée du film, on traque cette personne-là. Donc pour ceux qui s'intéressent, qui aiment ce genre de film d'espionnage, tout ça, je vous le conseille. C'était vraiment très très cool. On passe à la 4e mention honorable avec Moi Capitaine de Matteo Garrone. Matteo Garrone qui est connu dans le cinéma européen pour plusieurs films. Il avait notamment fait Pinocchio il y a quelques années. Il avait fait un film qui s'appelait Dogman, que j'avais vraiment beaucoup aimé également. Là, on aborde un sujet qui est pas simple, qui est assez touchy dans le cinéma, sur les migrants. Toutes ces
toutes ces histoires d'immigration, tout ça, c'est assez compliqué d'aborder ça au cinéma sans aller dans le pathos, sans aller dans la critique. Et là, je trouve que ce film est vraiment réussi dans ce point de vue-là. C'est un film qui prend vraiment aux tripes, surtout la fin. Moi, Capitaine, c'est vraiment c'est vraiment l'odyssée d'un homme pour avoir une vie meilleure. Je vous conseille vraiment tout le monde de voir ce film, puisque c'est un film qui est très actuel, qui est très important, qui a vraiment des belles images, surtout qui se passe beaucoup dans le désert. On a vraiment des images du désert qui sont mais vraiment époustouflantes, à couper le souffle. Et l'interprétation du personnage principal, moi, m'a vraiment laissé sur le cul, parce que c'est l'un de ses tout premiers films, et ça se voit. Même si je trouve que la direction d'acteur de Matteo Garrone est très surprenante. Vraiment, allez voir ce film, c'était très très cool. On passe à la dernière mention honorable avec un film français de Martin Provost. On parle de Bonnard, Pierre et Marthe. Donc c'est un film sur le peintre Pierre Bonnard. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, on est vraiment dans un film de peinture, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça au cinéma. C'est peut-être même l'une des premières fois de ma vie que je vois un film comme ça, puisque les seuls films dont je me souviens, c'est des Van Gogh et tout ça, Matisse. Moi j'étais trop jeune pour les voir au cinéma, donc là c'est enfin un film actuel. Et là on ne s'intéresse pas uniquement à sa peinture, mais on s'intéresse également à sa psychologie, à son cheminement de pensée, quel est son rapport à l'art, quel est son rapport à sa vie privée. Il lie sa vie privée à son art, puisqu'en fait le film s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe, puisque ça raconte bien sûr l'histoire de sa femme, Marthe, qui était également sa muse tout au long de sa vie. Donc c'est très intéressant de voir à quel point sa femme a été importante dans son œuvre. C'est un film qui est très pictural, il y a des très belles images, on prend le temps de poser la caméra, c'est très lent, et on a surtout deux performances d'acteurs qui sont très appréciables, avec Cécile de France dans le rôle de Marthe, et Vincent Macaigne, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs français de ces dernières années, qui joue Bonnard et qui livre une prestation assez impressionnante. On va donc maintenant passer au top 10. Top 10 qui, vous le verrez, ne sera pas forcément un top 10, puisqu'il y a beaucoup d'ex-aequo. J'ai pas réussi à départager certains films, j'espère que vous n'en voudrez pas. De toute façon, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Pourquoi je dis ça? À la 10e place, Tatami, de Zahar Amir Ebrahim et de Guy Native. Donc c'est un film de sport, j'aime beaucoup les films comme ça, qui se passent dans le milieu sportif. Là, on est sur un film qui se passe dans le milieu du judo, dans un pays qui est pas totalement libre, qui se passe en Iran du coup. Donc ça aborde les dilemmes moraux, en fait, d'une sportive iranienne contrainte de faire un choix entre sa carrière sportive et sa liberté. Et c'est assez exceptionnel, hein, comme film. Les 10 dernières minutes sont vraiment... on décolle pas du siège, et moi j'étais vraiment pris dans le truc. C'est un mélange d'intensité émotionnelle, contexte géopolitique. Le film il propose vraiment une vraie réflexion sur la liberté individuelle et le poids des institutions. C'est parfois pas facile de concilier les deux, et ce film vraiment retranscrit pas mal de choses. Il a fait grand bruit dans son pays à l'époque de sa sortie, et je sais pourquoi. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, je vous le conseille, c'est vraiment un grand moment de cinéma, et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film ici, en France. À la 9e place, La nuit se traîne, de Michel Blanchard. Et là on passe sur un film qui est belgo-français, réalisé par Michel Blanchard, avec pas mal de second rôles assez connus, notamment Romain Duris. Le rôle-titre, je n'avais jamais encore vu au cinéma, donc c'était vraiment assez impressionnant. Tout se passe à Bruxelles. La ville de Bruxelles, la nuit, c'est comme en fait une grande capitale européenne, ça ne dort jamais, et donc c'est ça qui est assez intéressant. Michel Blanchard dépeint sa ville de Bruxelles d'une façon assez brutale. On ne s'arrête pas une seule seconde, c'est une nuit on a l'impression qu'il dure une éternité, alors que le film n'est pas si long. Et moi je trouve pas ça justement gênant, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action, que les scènes d'action étaient ultra bien gérées. Tous les acteurs sont au rendez-vous, et je pense notamment à l'acteur principal qui s'appelle Jonathan Feltre, il me semble. C'est un sacré morceau cette année. Je suis allé au cinéma en ne m'attendant absolument rien, et je suis sorti vraiment conquis, comme on dit. Et je vous le conseille vraiment 1000 fois de voir ce film. C'est un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées, qui n'a pas un si gros budget que ça au final. Donc allez le voir.
La Nustraine de Michel Blanchard. À la 8e place, La salle des profs de Ilker s'attaque. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on va dire que oui. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment l'anti Pas de vague qui est sorti un peu plus tôt cette année, qui aborde, on va dire, à peu près les mêmes thèmes, sauf que La salle des profs met une longueur à Pas de vague. C'est un film où il y a une pression constante. On est vraiment dans une pression qui ne s'arrête jamais. En fait, pour vous résumer l'histoire du film, ça se passe dans un collège en Allemagne où il y a un vol qui se passe dans une salle des profs et il y a un vrai dilemme entre dire la vérité, protéger ses collègues, qui est vraiment face à nous, et c'est assez compliqué de prendre parti pour telle ou telle personne parce que qu'est-ce qu'on va penser de nous ? Quelle est vraiment la vérité ? Quelle est vraiment la chose à faire dans ce cas-là ? Et c'est servi en plus par vraiment des prestations d'acteurs assez impressionnantes. Bon, c'est un film allemand, il faut aimer l'allemand. Ou alors le voir en français. Mais c'est vachement cool. C'est pas good vibe, hein. C'est loin d'être un film good vibe, c'est très dur. C'est un film qui prend un parti, voilà. Le parti est pris et faut se mettre en accord avec ça ou pas. Mais le film n'est pas du tout radical. C'est ça que je voulais dire. Le film n'est pas du tout radical et il pose juste une question, voilà, sur qu'est-ce qu'on ferait à leur place. Alors, avec les notes que j'ai prises, je vais pouvoir peut-être un peu plus étoffer ce que je vous dis actuellement. Voilà, c'est une histoire vraie. Voilà, ça c'est peut-être à préciser. Ça datait d'une réalité, donc c'est quand même bon à savoir. Une mise en scène, c'est tout. À la 7e place, Le Comte de Monte Cristo de Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Le Comte de Monte Cristo, comment ne pas aborder ce film tant il a fait du bruit cette année, plus de 10 millions d'entrées au cinéma. Que dire à part que c'est vraiment une claque. Le film est un film à gros budget, et enfin la France sait en faire, voilà. L'année dernière, quand les trois ou les 4 mousquetaires, je sais plus, c'est les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires qui est sorti, ça se voit que je l'ai pas vu, ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Mais par contre, Le Comte de Monte Cristo, pour l'avoir lu quand j'étais plus jeune, c'est vrai que ça m'a plutôt intéressé, et je voulais voir ce que ça donnait, et franchement, c'était réussi. Pierre Ninet, il est vraiment habité par le rôle. C'est vraiment un rôle qui lui va comme un gant. On a l'impression que Alexandre Dumas l'avait écrit pour lui à l'époque. Et c'était assez marrant de voir ça. Donc ouais, sa prestation, elle est impeccable. Il n'y a rien à dire. Tous les acteurs sont au rendez-vous. Il n'y a pas un seul acteur qui est en dessous. Et puis, bien sûr, cette reconstitution historique qui est impressionnante. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça complètement fou. C'est vraiment la première chose qui m'a interpellé à la fin du film, c'est cette reconstitution historique mêlée à cette musique qui est grandiloquente, qui est impeccablement composée par je ne sais plus qui d'ailleurs, excusez-moi, mais ça s'affichera ici. Mais voilà, c'est un très grand film. On passe proche du grand film pour moi, et je souhaite que tout le monde voit ce film parce qu'il faut aller voir du film français, surtout du cinéma français à gros budget qui est de cette qualité-là. À la 6e place, Emilia Pérez de Jacques Audiard. Le nouveau film de Jacques Audiard qui s'appelle donc Emilia Pérez, qui n'est donc pas du tout une comédie musicale pour moi. Il n'y a pas assez de temps musicaux pour que ce soit considéré comme une comédie musicale pour moi, même si le film reste très agréable. Moi, je sais pas comment fait Jacques Audiard pour avoir plus de 70 ans et nous réaliser des films comme ça. On dirait que c'est un jeune de 35 ans. Il y a un punch, il y a vraiment beaucoup d'action. Tous les acteurs, encore une fois, sont impeccablement dirigés. Je pense notamment à Gascon, qui joue le rôle principal, donc qui est une actrice trans, et vraiment le film est écrit pour elle, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé Ouais, en fait, on dirait une sorte de film sur un trafic de... Oui, c'est un film sur un trafic de drogue, et j'ai beaucoup aimé cette approche qui est un petit peu ironique, en fait, de par toutes les musiques qui sont interprétées dans le film. Il y a également Selena Gomez, qui chante très très bien, et ouais, c'est un film qui est assez original. Moi, j'ai trouvé ça très original, qui dénote un peu dans la filmographie de Jacques Audiard, qui a pris un peu des risques, mais c'était un super moment de cinéma. Je sais pas quoi vous dire de plus à part d'aller le voir. Jacques Audiard, hein, qui est quand même l'un des meilleurs cinéastes français de ces 20 dernières années, donc allez le voir.
À la 5e place, L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors là, on va recevoir de la hate sur ce film, je le sais, puisque ce film divise. C'est soit on l'aime, soit on déteste. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé L'amour ouf. J'ai trouvé ce film merveilleux. C'est vraiment une merveille qui parle d'amour, et moi j'adore ça. Encore une fois, j'ai été complètement bluffé par la performance de tous les acteurs, que ce soit les acteurs jeunes, que ce soit les acteurs qui sont plutôt trentenaires. Donc je pense à Adèle Exarchopoulos, François Civil, Malory Vanek, Malik Frika. Ce quatuor d'acteurs était vraiment impeccable, même les seconds rôles. Je pense notamment à Vincent Lacoste qui est détestable au possible, mais qui joue ça d'une façon tellement merveilleuse. J'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film, à part que ouais, on est un peu dans le même au niveau des budgets, on est un peu dans la même tranche que le Comte de Monte Cristo, mais on n'est pas du tout dans le même style de film. Je pense que vous l'aurez compris. Là, c'est vraiment un film c'est le film de la démesure en fait. Tout est démesurant, tout est démesurant, tout est démesuré, démesuré. Tout est démesuré dans ce film, mais c'est ça qu'on aime en fait. Il n'y a rien de plus fort que l'amour, et c'est ce que Gilles Lelouch veut nous montrer dans ce film. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment des hommages à beaucoup de cinéma américain, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un film qui respecte autant le cinéma, en fait. On voit que Gilles Lelouch aime ça. On voit qu'il est fou amoureux du cinéma. Et en fait, ce film, est-ce que ce serait pas une déclaration d'amour au cinéma ? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais en tout cas, je suis détestable. Je suis détestable. Je suis détestable. Mais non, en vrai de vrai, c'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma. Bon, malheureusement pour vous, il n'y est plus. Mais c'est un film qui est fait pour le cinéma, qui a été, qui en plus a une distribution de fou. Là, je l'ai sous les yeux, mais Adèle Exarchopoulos, François Civil, Anthony Bajon, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs de sa génération, Raphaël Quénard, qui est vraiment de partout cette année, Karim Leclou, on a aussi Jean-Pascal Zadi, c'est vraiment un casting 5 étoiles, et vous en aurez pour votre argent, puisque c'est vraiment dément. C'est vraiment dément de voir un film comme ça aujourd'hui en France en 2024, on a vraiment de la chance. Bravo Gilou. À la 5e place, ex aequo, et oui, Madame Hoffman de Sébastien Lipgist. Et là, on parle d'un documentaire qui est sorti en salle cette année. Et oui, il n'est pas resté beaucoup de temps. Il a dû rester peut-être 2 voire 3 semaines. Mais j'ai eu le temps de le voir et je l'ai même vu en avant-première avec Sébastien Lipgist dans la salle. Alors, je ne sais jamais comment on prononce son nom de famille. Sébastien Lipgist, peut-être. Enfin bref, on va pas passer la vidéo sur ça. Mais en tout cas, c'est un super documentaire. Moi, Sébastien Lipgist, je pense que c'est mon documentariste préféré en France. Il avait fait un documentaire il y a quelques années sur des adolescentes, en fait. Il les suivait de leur parcours du collège jusqu'à leur vie d'adulte. Donc il avait mis plus de 7 ans à réaliser ce film et c'était assez impressionnant. Ce rapport qu'il a à l'évolution, en fait. Moi, c'est toujours ça que je trouve fou avec Sébastien Lipgist. Il arrive à montrer une évolution dans son film comme personne. Et là, c'est encore le cas pour Madame Hoffman. Donc dans Madame Hoffman, en fait, c'est le quotidien d'une infirmière, d'une chef de service plutôt, dans un hôpital. C'est l'hôpital Nord de Marseille. Et dans ce film, on suit en fait ses derniers mois, puisqu'elle part à la retraite dans quelques semaines. Et on suit son quotidien, donc entre bouleversement, grande joie. C'est pas facile tous les jours, je pense que vous le savez, dans un hôpital qui travaillait surtout Madame Hoffman, qui a travaillé dans le même hôpital pendant plus de 40 ans. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut applaudir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de film qui se concentre sur le quotidien, sur les grands héros du quotidien, qu'on met, selon moi, pas assez en lumière. C'est un film qui est profondément, bien sûr, humain, qui se pose, qui prend le temps d'écouter. J'ai eu la chance de le voir avec Sébastien Lipgist dans la salle, et j'ai pu lui poser pas mal de questions sur le film, et c'est un amour de mec, en plus de réaliser des bons films, il est très sympa. Donc si vous avez la chance de le voir, je crois qu'il était sur MyCanal il y a quelques temps, donc ceux qui l'ont, allez-y. Franchement, c'est un super film qui est très important. À la 4e place, La vie de ma mère, de Julien Carpentier. Alors là, c'est vraiment le non-objectif par excellence, La vie de ma mère. J'ai été en larmes à la fin du film. C'est un film qui m'a complètement chamboulé. Si vous avez une mère... Qu'est-ce
Où je vais avec cette phrase? Où je vais avec cette phrase? Non, franchement, c'est un film qui m'a vraiment transporté, déjà parce que moi je suis un grand fan de William Lake Beall. William Lake Beall que vous avez plutôt vu dans Soda. Pour ceux qui regardaient la télé il y a une dizaine d'années, c'est celui qui joue Slimane, bien sûr. Et dans ce film, on le redécouvre d'une autre façon. Moi, personnellement, je l'avais jamais vu dans un rôle comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas un rôle qui est complètement dramatique, hein. Il y a des instants qui sont plutôt drôles, mais dans l'ensemble, c'est un film qui prend aux tripes. Moi, ça m'a pris aux tripes parce que on a tous une maman et on sait l'importance d'une mère dans la vie d'un homme. Et là, ça parle en fait du trouble bipolaire que peut toucher certaines personnes. Je m'en souviens et ouais, le souvenir est toujours intact. Je précise que quand même c'est le premier film de Julien Carpentier et pour un premier film foutre autant de frissons, c'est pas sympa. Franchement, Julien Carpentier, t'aurais pu faire un film nul parce que j'aurais pu le défoncer comme ça. J'aurais pu faire une vidéo sur ton film. Non, franchement, Julien Carpentier, bravo. On en redemande des films comme ça qui sont entre la comédie et le drame. On appelle ça du coup une comédie dramatique, bravo. J'ai vraiment beaucoup aimé, en plus c'est filmé dans des lieux très jolis, je pense notamment à la dune du Pilat, un moment dans le film. Donc voilà, on retrouve plein de lieux, c'est très beau, ouais, on chiale du début à la fin. Bravo Julien. À la 4e place, ex aequo, Le Royaume de Julien Colonna. Et là, direction la Corse pour ce film, Le Royaume donc de Julien Colonna, c'est également un premier film, est également une grande réussite. Là, le film se passe en 1995. Le Royaume, donc c'est un drame que je qualifierais de drame familial. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, je le dis. Et là, ça explore en fait les relations complexes entre un père et une fille dans le milieu de la mafia corse. Moi, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, les films qui parlent de mafia, les films qui parlent de grand banditisme, tout ça, c'est des trucs que je fais pas. Ça m'a toujours beaucoup plu. C'est un film qui est fait par un Corse, pour les Corses à la base, avec que des acteurs corses à la distribution, que ce soit l'acteur principal ou l'actrice principale. Il y a très peu d'acteurs professionnels dans ce film et ça donne vraiment une patine très réelle au film, et moi j'aime beaucoup ça. Julien Colonna, en plus, il a mis beaucoup de temps à réaliser ce film. De ce que j'ai lu, il a eu beaucoup de galères dans la production, et franchement, le film est très personnel quand même. J'ai l'impression que c'est très personnel. Il y a encore une fois des belles images. La Corse, elle est vraiment dépeinte d'une très belle manière. C'est une histoire qui est intime et qui m'a beaucoup plu en tout cas. Tous les codes des grands films de banditisme y sont, donc ça fait que c'est un film qui est très réussi. La mise en scène, elle est impeccable, on n'a rien à dire. Donc pareil, si vous voulez aller voir le film, allez-y, peut-être qu'il est encore au cinéma, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. À la 3e place, The Iron Claw de Sean Durkin. Et on tient enfin notre premier film américain, on n'en avait pas encore parlé. Il a fallu attendre la 3e place. Alors The Iron Claw, c'est l'un des premiers films que j'ai vu cette année, moi qui est grand fan de catch. Il fallait absolument que j'aille voir ce film. Je me suis dit, bon, je vais aller voir le film, je vais le défoncer, ça va être trop nul. Et quel connard je suis! C'était vraiment très très bien. Il y a Iron Claw avec surtout Zac Efron dans le rôle principal qui est vraiment méconnaissable. Il a pris une masse musculaire incroyable pour jouer le film. Je dirais que vous n'avez pas besoin d'aimer le catch particulièrement pour aller voir ce film. C'est un film qui se regarde plutôt bien, un film américain qui se passe du coup dans une grande famille de catcheurs. On parle de tout dans le catch, on parle des joueurs, on parle des peines, on parle des stéroïdes, on parle de tous les abus auxquels le catch peut conduire. On parle surtout de la mainmise qu'un patriarche peut avoir sur une famille et ce que peut détruire en fait un père de famille ou toute une famille sur un seul homme. C'est vraiment l'histoire d'un drame, l'histoire d'une famille unie mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. J'ai pas envie de vous spoiler le film, donc je suis un peu hésitant quand je parle, mais pareil, je vous encourage vraiment à découvrir ce film parce que c'est un film qui change quand même, qui est pas un film américain comme on a l'habitude de voir assez souvent. Il a plutôt bien marché en France, je crois, donc ouais, super film. C'était bien nul.
À la troisième place, encore ex aequo, Il reste encore demain de Paola Cortolesi. Et là, direction l'Italie, mamma la pasta, avec Paola Cortolesi, donc qui est, en plus de réaliser le film, interprète le rôle principal et le fait admirablement bien. C'est quand même assez rare aujourd'hui d'avoir un film qui est réalisé et interprété par la même personne d'une façon aussi éclatante. Donc là, c'est un film qui se passe à l'après-guerre, en Italie. Donc royaume de la goujaterie et du macho. C'est un film qui est profondément féministe. C'est un film sur le féminisme en fait. Donc c'est un film qui se déroule vraiment dans une société complètement patriarcale où les femmes ont vraiment très peu de pouvoir. Et donc c'est juste avant les premières élections où les femmes peuvent participer à une élection présidentielle. Donc ça tape là où il faut. C'est un film qui est en noir et blanc, je préfère quand même le préciser. Ça peut rebuter certains, mais franchement, allez-y. Voyez ce film, il a fait un carton national en Italie avec plus de 6 millions d'entrées. 6 millions d'entrées en Italie, c'est vraiment énorme. Et je crois même qu'il va représenter l'Italie aux Oscars. Donc c'est vraiment un très gros morceau de cinéma pour moi. Et pareil, il y a beaucoup d'émotions. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. C'est rare pour moi d'aller voir un film 2 fois au cinéma, mais il m'avait tellement marqué, il fallait que je le revoie. À la deuxième place, L'histoire de Suleiman, de Boris Lochkin. Et là, on n'est pas du tout dans un documentaire, et pourtant, pendant tout le long du film, on se demande si c'est un documentaire. Bien sûr, si vous vous renseignez avant le début du film, vous saurez que c'est un film de fiction, mais on pourrait se le demander parce que Boris Lochkin, lui, il a réalisé très peu de films de fiction. C'est un documentariste à la base, un peu comme Sébastien Lifshitz, mais ici, j'arrive pas à prononcer, c'est un enfer ce nom. Mais ici, on est bel et bien dans un film de fiction qui est complètement démentiel. Déjà, rien que le premier plan du film, c'est un plan séquence qui est dans les rues de Paris, il est complètement fou. Vraiment, vous entrez dans le film d'une façon complètement folle. Et là, en fait, c'est un film qui prend pas le temps, qui raconte la vie du coup d'un livreur Uber qui est en situation irrégulière en France et qui attend son rendez-vous dans un institut pour obtenir des papiers. Je ne sais plus le nom. Et en fait, il s'entraîne pendant qu'il fait ses livraisons à répéter son oral. Et le film est complètement fou. C'est complètement fou dans sa mise en scène. C'est quasi documentaire puisqu'en fait, on suit la vie de cet homme qui est incarné par Abou Sangaré d'une façon complètement un patron, quoi. Il joue ça comme un chef. Et en fait, c'est un petit peu l'histoire d'Abou Sangaré avec quelques nuances près, mais Abou Sangaré a bien vécu, a bien été sur le sol français en situation irrégulière. Aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est plus le cas. Il faut savoir qu'il a joué dans ce film sans vraiment le vouloir. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir ses papiers et pouvoir avoir un travail en France. Aujourd'hui, il est mécanicien dans un garage et il est très heureux. Donc, si ce film a pu l'aider à se libérer et surtout à avoir ses papiers en France, et ben, c'est super. Le film est en plus de très grande qualité. Il a été présenté à Cannes, et Abou Sangaré a d'ailleurs reçu le prix du jury d'interprétation. Donc vraiment, ça prouve un gage quand même de qualité. Si vous pouvez voir ce film, je suis, mais encore une fois, je suis complètement subjugué par c'est tout. Je ne sais plus quoi dire. Mais je suis vraiment très, très impressionné par cette proposition parce que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film et c'est la première fois, par exemple, que je suis sorti d'un film et où il y avait un silence complet dans la salle. Complet. C'était personne ne se regardait, on est tous sortis de la salle et on avait la gorge nouée, quoi. Et ouais, allez voir ce film. C'est un film très important dans la période dans laquelle on vit, dans la France actuelle. C'est très important. Le top de gauche. Aïe aïe aïe. De ouf. Putain, je m'en rends compte. À la première place, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Ouais, ben écoutez, ce film, je l'ai vu, je crois que c'est le premier film que j'ai vu cette année en 2024 et je savais qu'il allait être mon top 1. Pourquoi ? Ben parce que je n'avais jamais vu un film comme ça. Voilà, c'est un film qui est parfait. C'est un film parfait. Je ne vois aucun défaut à ce film. En fait, La zone d'intérêt se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est adapté d'un livre qui a été écrit par un écrivain britannique qui s'appelait également La Zone d'intérêt et qui a donc été adapté au cinéma cette année par Jonathan Glazer, qui a eu le grand prix du Festival de Cannes. Et en fait, on suit la famille du dirigeant du camp de concentration d'Auschwitz qui s'appelait Rudolf Höss. Et en fait, le film prend place dans sa maison qui était juste à côté du camp de concentration. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'aime pas trop voir les camps de concentration. Eh bien, détrompez-vous, puisque nous, on ne le voit pas à un seul instant du film. Pas un seul instant, on ne voit ne serait-ce qu'un bout du camp de concentration. Tout est suggéré. Tout est malsain dans ce film. Tout est... Personne n'est bon, en fait. Et ce qui est quand même époustouflant, c'est à quel point le mal est banal dans ce film. À quel point le récit rend le mal banal. Tout est époustouflant dans ce film, à commencer par le traitement du son, à commencer par cette mise en scène. On dirait qu'il y a des caméras de surveillance dans ce film. En fait, la caméra, elle est très souvent posée. On voit les personnages déambuler dans cette maison, qui respirent le bonheur, alors que juste à côté, il y a un camp quand même de concentration. Et à aucun moment, le film ne se concentre sur ça. Et c'est ça qui est fou. On a encore une fois des prestations d'acteurs qui sont époustouflantes, à commencer par Sandra Hüller, qu'on avait vu l'année dernière dans Anatomie d'une chute, et elle livre une prestation complètement folle. Mais moi, ce qui m'a retenu et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est la banalité du mal. En fait, tout est banal dans ce film. Tout est normal. On vit, on mange, on joue dans une piscine, on joue avec les enfants dans le jardin. En fait, on a tout ça à l'esprit pendant le film, et le film nous le rappelle avec un traitement complètement original que j'avais jamais vu avant. Et c'est pour moi peut-être le meilleur film qui parle sans parler de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Jonathan Glazer met plus d'une dizaine d'années à faire ces films, et à chaque fois, c'est très réussi. S'il fallait que je vous recommande un film cette année, c'est bien évidemment celui-ci, La Zone d'intérêt. Il est sorti en Blu-ray depuis bien longtemps. Vous pouvez vous procurer, il était sur Canal également il y a un petit moment. Il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est vraiment une masterclass. Voilà pour ce qui est du top film. Maintenant, on va parler de 3 daubasses qui m'ont bien énervé cette année. Je voulais pas non plus en faire une vidéo à part entière, je veux juste aborder ça en fin de vidéo. Donc 3 films qui m'ont bien cassé les couilles, c'est parti. La daube numéro 1, et pas des moindres, Pas de vagues, de Teddy, Lucie, Modeste. Je l'ai abordé déjà tout à l'heure quand je parlais du film La salle des profs, mais Pas de vagues, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire quand on parle de toute, la planète scolaire, de tout l'univers scolaire en fait dans le cinéma. C'est tout ce qu'il faut pas faire. François Civil, il a fait L'amour ouf cette année, mais il a fait aussi Pas de vagues, et rien que pour ça, je t'aime pas. Non, vraiment, c'est pas possible ce film. Il y a tout de mauvais, tout est mauvais. Même la mise en scène n'est pas bien. Le propos du film, il est bancal. On ne sait pas ce que pense vraiment le réalisateur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait ? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter ? J'ai eu énormément de soucis avec ce film parce que j'avais beaucoup d'espoir. J'aime bien moi François Civil. Putain, je commence à ma voix commence à se. J'aime bien moi François Civil d'habitude, mais là, je ne comprends pas ce que fait François Civil dans ce film. En plus, il ne joue pas très bien. C'est assez bizarre, mais il ne joue pas bien. En plus, il y a Mallory Vanek également dans le film qui joue l'une de ses élèves, qu'on retrouve également dans L'amour ouf. Donc vraiment, ils ont vraiment alterné entre le chaud et le froid cette année, ces 2 acteurs. Et s'il fallait vous déconseiller un film cette année, bah c'est bien celui-ci. Pas de vagues, parce qu'il y a absolument rien à voir. Pas de vagues, rien du tout, quoi. Vous l'avez ? Non, plus sérieusement, Pas de vagues, en plus d'être un mauvais film, c'est un film qui donne de mauvaises opinions, qui n'arrive pas à se stabiliser dans son récit, qui part un peu partout, et qui surtout n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt d'aller voir ce film, et il aurait très bien pu sortir à la télé, par exemple. Pour moi, ça a le niveau d'un téléfilm plat, sans saveur. À la 2e place des daubes, Loup-garou de François Uzan. J'ai vu ce film, alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas Netflix. J'ai vu ce conte un dimanche après-midi, il pleuvait partout, je savais pas trop quoi foutre de ma vie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder Loup-garou, ça a l'air sympa. Non, c'est pas du tout sympa, il y a rien de bien dans ce film. C'est nul, c'est irrespectueux du jeu Loup-garou. Je ne sais pas où est parti cet argent en fait. Netflix a donné de l'argent et ils ont pris l'argent.
Ils l'ont pris comme ça, ils en ont fait un bâton, ils se sont mis dans le cul, ils ont dit bah tiens, je vais faire ce film. Non, c'est vraiment nul. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a un film qui est sorti sur Loup-garou cette année, qui a été une production française en plus, qui a été très bien fait par Fari et Panayotis Pasco. Bah, c'était largement mieux. Pourquoi faire ce film? Pourquoi? À quoi ça sert? Vraiment, j'aurais voulu être là lors des brainstorming dans les bureaux de Netflix qui se sont dit putain, l'idée est folle. Non. Et puis en plus, déjà, quand tu prends Franck Dubox pour le rôle principal de ton film, bah, c'est que t'aimes pas ton film, quoi. Voilà. Désolé François Usan, mais ne refais plus ça. Abstiens-toi la prochaine fois, ou je sais pas, fais des vidéos sur YouTube comme moi, quoi. Oh, l'ego. Avec le père d'ego quand même. Hein. Donc ouais, Loup-garou, c'est ni fait ni à faire, ne voyez pas ce film, quoi. Il y a rien de bien. Il n'y a rien de bien, même les effets spéciaux qui pourraient être bien, puisque vu le budget, on peut se dire que les effets spéciaux sont pas mal. Bah non, il y a rien de bien. La seule chose qui est bien dans le film, c'est peut-être l'écran de fin. Voilà, c'est la chose que j'ai retenue. Ne voyez pas ce film, ne le voyez pas, surtout pas. Merci. Et on termine avec la daube numéro 3, hors saison, de Stéphane Brisé. Alors là, peut-être que mon avis va pas être unanime. Je connais certaines personnes, dont des proches à moi et des potes, qui ont plutôt aimé ce film, hors saison de Stéphane Brisé, mais moi je l'ai trouvé profondément chiant, en fait, je me suis fait chier. En fait, c'est de la pseudo-poésie, et moi ça me casse les couilles quand un réalisateur veut faire de la poésie dans son film, mais c'est le seul à y être sensible. En gros, regardez ma poésie, regardez comme je suis fort, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ma poésie. Et c'est un peu le souci que j'ai eu avec ce film. Je pense aussi que je développe au fil des années une phobie envers Guillaume Canet. Je ne sais pas, à chaque fois que Guillaume Canet est dans un film, je n'aime pas. Je trouve que son jeu est toujours pareil, il n'y a pas de surprise, c'est sans saveur. Et surtout, la musique du film, j'ai trouvé ça chiant en fait. Voilà, c'est complètement chiant. Je sais pas qui chante cette musique, mais c'était assez impressionnant comme c'était casse-couille. Voilà, donc c'est une pseudo-histoire d'amour hors saison, vous voyez, c'est le film d'auteur par excellence, et moi ça m'a clairement pas plu. Je ne dis pas que le film est mauvais là, encore une fois, je dis juste que moi, personnellement, je n'ai pas du tout été réceptif au film. Je vous conseille quand même d'aller le voir, hein, parce que peut-être que vous trouverez à boire et à manger. Mais voilà, je voulais quand même en parler puisque c'est ma chaîne, quoi. Ouais, je fais ce que je veux. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les films que vous avez vus cette année. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année, et on se dit à l'année prochaine.